Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans cette Voix est libre, la toute dernière de cette année 2014. Voyage vers l'enfer, c'est le récit de Mourad Benchellali, écrit en collaboration avec Quentin Audouard, publié en 2006 chez Robert Laffont. Et si on parle beaucoup de ce livre aujourd'hui, c'est que notre société semble totalement dépassée par un phénomène qui inquiète, des jeunes qui partent pour faire le djihad, en Syrie ou ailleurs, et qui parfois tuent ou meurent pour une certaine idée qu'ils se font de la religion. Bonjour Mourad Benchellali, vous êtes parti en Afghanistan en 2001. Vous allez nous raconter votre histoire. Mais avant, je voulais connaître votre sentiment sur ces jeunes qui partent aujourd'hui faire le djihad en Syrie ou ailleurs. Deux d'entre eux d'ailleurs sont morts récemment. Ils avaient 28 et 19 ans. Ils sont de Lunel. Ils étaient de Lunel dans l'Hérault et ils sont morts donc au combat. Leurs familles ont été averties le week-end dernier. Quelle a été votre réaction quand vous avez appris que deux jeunes encore étaient morts cette semaine ? Bonjour. Alors évidemment, quand j'entends que des jeunes décident de partir en Syrie, évidemment, ça me rappelle mon voyage vers l'Afghanistan. Alors moi, je ne suis pas parti pour aller combattre, mais évidemment, j'ai une sensibilité particulière à ces histoires parce que j'ai été tenté, moi aussi, de quitter la France. Comme ces jeunes ont été tentés de quitter la France pour la Syrie. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons, mais en tout cas, ces histoires me parlent, me touchent. J'ai beaucoup de peine pour ces destins tragiques de ces jeunes. Je pense aux familles aussi, qui sont dans la détresse, dans la souffrance, parce que j'ai vu la souffrance de ma famille quand moi j'ai été en Afghanistan et ensuite à Guantanamo. Donc j'ai vu la détresse que ça a eu pour eux. Et justement, les familles, on va parler parce que derrière ces jeunes qui partent et qui meurent parfois, qui tuent aussi, il y a des familles brisées qui souvent n'ont rien vu venir, des familles totalement désemparées. Dominique Bon, c'est la maman de Nicolas, parti faire le djihad en Syrie. Il est mort en janvier dernier dans un attentat suicide. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes en duplex de Toulouse. Je vous propose dans un premier temps d'écouter Mourad Benchellali et je vous laisserai bien entendu le soin de réagir un peu plus tard. Vous nous raconterez votre histoire. Je précise que vous avez créé l'association Si rien ne bouge, agissons. Derrière donc, ces jeunes, il y a des familles qui souffrent, on vient de le voir. Racontez-nous votre parcours, Mourad Benchellali. Vous êtes un enfant de Vénissieux. Ce qui est important, c'est que votre histoire commence avant les attentats du 11 septembre. Ça veut dire que peu de personnes ont déjà entendu parler d'Al-Qaïda, encore moins de Ben Laden. Et vous, jeune de Vénissieux, vous décidez un jour de partir pour l'Afghanistan. Pourquoi ? Alors j'ai un proche pour qui j'ai beaucoup d'affection. C'est votre frère ? Oui. Alors en même temps, j'assume mes responsabilités. Il ne s'agit absolument pas de vouloir l'accabler, parce que c'est moi qui est parti pour l'Afghanistan. Alors c'est lui qui me l'a proposé, c'est vrai. Toujours est-il qu'il me propose ce voyage pour l'Afghanistan, j'accepte. Donc j'ai 19 ans, j'ai un métier de carreleur, j'ai un métier d'agent de vie sociale. J'habite le quartier des Minguettes, j'ai jamais voyagé. C'est vrai que mon frère, lui, voyageait beaucoup, avait beaucoup voyagé, je le voyais beaucoup voyager, et je l'admirais beaucoup. Moi, j'étais jamais sorti de mon quartier, j'avais jamais quitté le quartier. Simplement, le fait d'aller à Lyon, pour moi, c'était déjà quelque chose, parce que le quartier des Minguettes, c'est assez spécial, c'est des grandes tours, c'est un peu anxiogène, quoi. Et puis... Vous décidez de partir donc en Afghanistan. L'Afghanistan, en 2001, c'est pas non plus le hasard. Vous partez pas d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous dire très vite quand vous allez arriver en Afghanistan, vous partez pas en camp de vacances. Bien sûr. Ça montre aussi l'inconscience dans laquelle j'étais à l'époque. Vous l'avez très bien rappelé, moi je pars avant le 11 septembre. Et il y a plein de choses sur l'Afghanistan que je ne connaissais pas, les talibans, Al-Qaïda, etc. Enfin, les talibans si, mais pour moi... Mon frère, quand il me parle d'Afghanistan, évidemment, il me dit que... il me rassure assez vite là-dessus. Et puis, de toute façon, je ne me pose pas tellement de questions. La simple idée d'aller voyager, je trouve ça excitant. Et je pars avec beaucoup d'inconscience et beaucoup de naïveté, parce que, évidemment, l'image que j'avais construite de ce pays qui me fascine d'ailleurs, parce que moi, à travers ces images que j'ai pu voir à la télévision aussi de ce pays, donc moi, le simple fait de quitter mon quartier, de passer par Londres, le Pakistan, je trouve ça vraiment excitant, cette idée d'aventure, cette idée de voyage.
que je ne me pose pas plus de questions que ça. Vous partez pas faire le djihad? Non, il n'a jamais été question de combattre. D'ailleurs, ni de participer à un projet criminel. Ça, c'est assez grave pour qu'il y ait une quelconque ambiguïté là-dessus. L'Afghanistan, je l'ai découverte autrement que celle que j'avais imaginée. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup idéalisé en fait ce pays-là. Voilà, je suis parti avec beaucoup d'inconscience. Et puis évidemment, quand je suis arrivé là-bas, ça a été toute autre chose. Alors vous avez 19 ans, effectivement. Vous arrivez là-bas et finalement, entre l'idéal que vous aviez de ce pays, l'idée que vous faisiez de ce pays, vous allez découvrir sur place une toute autre réalité. Vous vous retrouvez très rapidement dans un camp qui s'avère être un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Voilà, en fait, quand j'arrive en Afghanistan, les personnes qui m'hébergent me disent que les jeunes qui viennent, en général, vont toujours au même endroit. Et ils me disent que je dois y aller, etc. Alors évidemment, avec le recul, j'ai compris beaucoup de choses. Qu'en réalité, les personnes qui accueillaient les jeunes les embrigadaient pour en faire de futurs combattants. Oui, parce que là, vous comprenez très vite que, comme je disais, vous partez pas en camp de vacances. Déjà, vous vous rendez compte que les amis de votre frère font partie en fait d'un véritable réseau et que très vite, on va vous emmener pour participer à un camp d'entraînement d'Al-Qaïda. Là, vous avez pris conscience quand même que vous n'étiez pas, excusez-moi l'expression, mais chez les bisounours. Hein. Oui, effectivement. Alors, pour mon frère, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, quand je pars pour l'Afghanistan, je ne pars pas pour des camps d'entraînement. Ça, c'est clair là-dessus. Mon frère ne me parle pas de camp d'entraînement, d'ailleurs. Il n'est pas question d'aller rejoindre un camp d'entraînement. Mais quand j'arrive, les personnes qui m'hébergent, qui m'accueillent, m'embrigadent pour m'envoyer vers un camp d'entraînement. Donc ça se fait une fois arrivé sur place. Simplement, on ne me laisse pas le choix. Le système était comme ça en Afghanistan. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser à la Syrie, parce que je sais que là-bas en Syrie, c'est pareil. Les jeunes qui arrivent sont rapidement embrigadés, envoyés dans des camps d'entraînement ou sur le champ de bataille, etc. Donc, c'est cette partie de la réalité qu'il faut comprendre aussi. Mais ça, on comprend quand on l'a vécu. Et c'est là-bas que vous allez... On rappelle aussi, c'est important, vous parlez très peu l'arabe. Et c'est là-bas que vous allez... Au départ, je ne parle pas l'arabe. Voilà, c'est-à-dire que c'est là-bas que vous allez apprendre l'arabe et que vous allez, je dirais, vous plonger dans le Coran avec une lecture un peu particulière du Coran. Non, moi, c'est pas en Afghanistan que j'apprends l'arabe, c'est à Guantanamo. C'est là que j'apprends l'arabe, parce que à Guantanamo, je vais y passer plusieurs années. Et donc, j'y apprends l'arabe parce que c'est à peu près la langue que parlent tous les autres détenus. Et je vais y lire le Coran parce que c'était la seule lecture, tout simplement, que les Américains nous laissaient. C'est pour ça que je lis autant le Coran. Et dans ce camp d'entraînement, forcément, le Coran était très présent. Il y avait la prière. Oui, il y avait la prière. Il y avait, de toute façon, l'Afghanistan, c'était un pays religieux. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, pour revenir, évidemment, l'Afghanistan, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas un pays touristique, on va pas y faire pour des vacances, etc. Mais simplement, ça arrivait à un moment de ma vie où on me propose ce voyage. Alors évidemment, moi je suis excité par l'idée simplement d'aller découvrir ce pays. Mais je ne sais pas que je me mets en danger à ce moment-là. Je ne sais pas que je risque de me faire embrigader, parce que je ne vois pas les choses de cette manière-là. Alors évidemment, c'est naïf, c'est inconscient. Oui, mais justement, une fois arrivé moi ce qui m'intéresse, c'est, vous étiez dans quel état d'esprit? Comment est-ce qu'un jeune de 19 ans, est-ce que vous étiez fragilisé? Est-ce que vous aviez un environnement familial qui était propice à ce genre de choses? Comment est-ce que vous avez basculé? Pourquoi partir en Afghanistan? Je vous l'ai dit, on me le propose, donc j'accepte. Simplement l'idée de voyager. Vraiment, juste ça, sortir de ma routine. Ensuite, je vous dis, moi j'ai grandi au Minguettes. Bon, voilà, c'est une banlieue, c'est assez, voilà, c'est les tours, c'est le quartier, etc. Donc c'est aussi une bouffée d'oxygène, sortir, voyager. Moi qui n'avais jamais voyagé de ma vie, c'est aussi, moi j'ai un travail d'agent de vie sociale, mais c'est précaire parce que c'est un CDI, ça va s'arrêter. C'est un CDD qui s'arrête, donc je me retrouve rapidement au chômage. Enfin, j'ai pas d'attache particulière. Donc vous décidez de partir et de tenter autre chose. On va essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire de votre livre. Vous avez, alors ça c'est un petit peu pour l'anecdote, vous rencontrez d'ailleurs Ben Laden, mais à l'époque vous ne savez pas du tout qui c'est. Non, pour moi c'est un prêcheur, ça c'est dans le camp d'entraînement. Pour moi c'est un prêcheur comme les autres, parce qu'il vient, il fait son discours. Donc c'est pour vous montrer aussi dans la conscience dans laquelle j'étais, parce qu'on est avant le 11 septembre, et puis il n'est pas encore la personne qui va devenir ensuite. Donc il vient, il fait un discours, moi je ne le comprends pas parce que c'est en arabe. Voilà.
Alors vous voulez très vite partir, quand vous comprenez que dans un camp d'entraînement, vous pensez qu'à une seule chose, c'est partir. Malheureusement pour vous, on ne vous laisse pas vraiment partir. Et quand vous partez, là, vous êtes quelque part pris dans la nasse, pris dans les filets, puisqu'il y a le commandant Massoud qui est assassiné. Et 2 jours plus tard, c'est l'attentat du 11 septembre, les attentats du 11 septembre avec les tours du World Trade Center qui explosent avec ces attentats suicides. Et là, vous comprenez très vite que vous n'allez plus pouvoir quitter le pays. Voilà, c'est ça. Déjà, quand je me retrouve dans le camp d'entraînement, ça c'est difficile, parce que c'est une contrainte physique, voilà, c'est assez difficile. Donc moi, évidemment, je suis pas venu pour ça, donc j'ai envie de rentrer chez moi. Simplement, évidemment, c'est vrai, il y a les attentats du 11 septembre, donc le piège se referme, parce que les personnes qui me disent, là, c'est compliqué. Et puis, j'en commence à entendre à la radio que cet attentat a un lien avec le pays où je suis, l'endroit où je suis. Donc je me dis que je suis vraiment au pire des endroits, au pire des moments. Et le piège s'est refermé, il est impossible pour moi à ce moment-là de rentrer. Et donc l'intervention américaine arrive très rapidement, il y a les bombardements qui commencent à Kaboul et puis à Jalalabad, la ville où je suis, où j'ai réussi à me réfugier, et j'essaye de trouver une ouverture pour pouvoir rentrer en France. Donc on comprend très vite que c'était plus facile pour vous de rentrer dans ce pays que d'en sortir. On va passer sur un certain nombre d'épisodes assez douloureux que vous racontez parfaitement dans votre livre. Là, vous allez être fait prisonnier, vous allez être vendu quelque part par la population locale aux Américains. J'arrive malgré tout à sortir de l'Afghanistan au bout de quelques semaines. Donc j'arrive à regagner un village pakistanais. Et de là, les villageois me capturent et me donnent aux militaires pakistanais qui, eux, me gardent en prison pendant 3 semaines et ensuite me livrent aux Américains. Parce qu'à l'époque, les Américains achetaient toutes les personnes qui étaient susceptibles de les intéresser. $5 000, en tout cas, c'est ce qu'on nous a expliqué. Alors après va venir Guantanamo. On aura l'occasion de parler de ce que vous avez vécu dans Guantanamo dans la seconde partie de cette émission. Je voudrais qu'on rejoigne notre invité en duplex de Toulouse. Votre fils Nicolas, madame, je rappelle un tout petit peu l'histoire, s'est fait exploser avec son camion dans un village de la région de Homs, en Syrie. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle de sa mort ? J'ai appris cette nouvelle par un SMS que j'ai reçu le 2 janvier, me disant qu'au père et aux mères de Nicolas, votre fils est décédé dans une opération explosive. Que Dieu le protège, qu'Allah le protège plutôt. Voilà, c'est tout. Donc là, on voit la photo de votre fils. Je précise que vous avez souhaité, et on peut le comprendre, de ne plus voir les photos de votre fils habillé en djihadiste, avec la barre du djihadiste, tout simplement parce que vous voulez conserver aujourd'hui cette image-là et dire peut-être que quand on voit effectivement l'image de votre fils, on peut se dire que ça peut arriver à n'importe qui ou à presque n'importe qui. Voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc il ne faut pas qu'il y ait des préjugés en disant que c'est des petits délinquants ou des choses comme ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez... Je sais pas, c'est un engouement quand les jeunes actuellement, je sais pas qui les entraîne là-dedans, comment ça se passe, mais c'est vraiment un gros fléau et puis il faut que tout ça cesse. Il faut arrêter qu'il y ait plein de morts en Syrie. Et ce que je veux, moi, c'est justement essayer de prévenir ces départs de jeunes et des jeunes adultes, des mineurs également. Voilà. Alors, il était parti rejoindre son frère Nicolas en Syrie, son demi-frère. Pardon, Jean-Daniel. Ils sont partis ensemble. Donc ils sont partis ensemble, donc les deux sont morts là-bas. Nicolas s'était converti à l'islam, est-ce qu'à un moment donné vous avez compris, je pense que c'est important pour les familles qui nous écoutent, est-ce qu'à un moment donné vous vous êtes dit là il se passe quelque chose, et est-ce que vous avez essayé de faire quelque chose pour alerter peut-être, pour demander de l'aide tout simplement ? Écoutez, au début il n'y avait rien d'anormal, je trouvais qu'il se sentait mieux, il avait arrêté de fumer, il était plus serein dans sa tête. Voilà. Et puis au fil du temps, c'est vrai qu'il a commencé à avoir des propos un peu radicaux. Et là, j'ai commencé à être inquiète. Donc je l'ai signalé à la police à Toulouse. Alors ils m'ont dit qu'ils allaient le surveiller, voir ce qu'il faisait, tout ça. Et puis finalement, quand on a appris qu'il est parti en Syrie avec son petit frère, on m'a dit, écoutez, on n'a rien à lui reprocher, il est adulte, donc...
Voilà, on n'a pas pu l'arrêter. Mourad Benchelali, il y a des choses comme ça qui font écho chez vous, qui résonnent de la même façon? Mais évidemment. Alors déjà, évidemment, moi, je comprends la souffrance de vous, Madame Bons, parce que moi, quand je suis parti aussi pour l'Afghanistan, j'ai vu la souffrance de ma mère. Parce que souvent, les parents ne comprennent pas et puis surtout ne sont pas forcément au courant. Ils sont souvent même pas responsables parce qu'il y a souvent ce jugement moral qui consiste à juger les parents, à laisser penser qu'ils sont responsables. Il y a même certains disent oui, ils ont mal éduqué leurs enfants. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les parents sont dépassés. Ensuite, ça me rappelle aussi mon histoire parce que l'embrigadement se fait sur le terrain aussi. Se fait une fois qu'on arrive là-bas. Je pense que ça a dû être le cas de ces jeunes. Ils peuvent partir pour une bonne raison, souvent. Aussi, ça peut arriver. Pour une raison qui n'a rien à voir avec l'idée d'aller couper parfois pour des raisons humanitaires, par exemple. Oui, ça peut arriver. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être foncièrement mauvais pour se retrouver dans cette situation. Moi, je me suis bien retrouvé de quartier de Vénissieux à un camp d'entraînement les armes à la main. Pourtant, je peux vous assurer qu'à aucun moment il m'a été l'idée d'aller combattre. Mais il y a des circonstances qui font qu'on peut se retrouver dans ces situations-là. Et ces deux jeunes, donc, arrivés en Syrie, évidemment, ils se font embrigader. Ils peuvent être aussi témoins d'atrocités, de choses qui vont un effet de groupe aussi, les personnes qui vont le rencontrer en leur disant oui, mais la vraie voie c'est celle-là, on va vous expliquer. Alors évidemment c'est politique, mais il y a le discours religieux aussi qui est instrumentalisé. Donc il y a tout un effet de groupe, il y a des choses qui font qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Et moi, c'est pour ça que, évidemment, vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est tout le sens de mon action aujourd'hui, parce que moi, en racontant mon vécu, mon histoire, un petit peu dans la même démarche d'ailleurs de Madame Bons, l'idée, évidemment, c'est de dissuader maintenant les jeunes qui, eux, ne sont pas partis ou auraient l'idée de partir, justement de leur dire attention. Et moi, c'est ce que je fais en racontant mon histoire. Est-ce que pour vous, Madame Mourad Benchelali, parler de culpabilité, qu'on culpabilisait les familles qui laissaient partir leurs enfants, est-ce que cette culpabilité, vous avez réussi aujourd'hui à en faire aussi le deuil ? Disons que j'écarte tout ça de mon esprit parce que si j'écoute tous les propos qui ont été dits, bon, mais là, c'est plus vivable, quoi. Donc moi, je dis aux personnes qui ont des mauvais propos là-dessus, je leur souhaite pas qu'il leur arrive la même chose, voilà. Et ce n'est pas des enfants comme les nôtres ils sont coupables de rien, ils sont plus victimes qu'autre chose, voilà. Et ils ont cru faire partir pour une bonne cause, défendre le peuple syrien. Et en fait, c'est eux qui se sont fait avoir et qui ont laissé leur vie. Voilà. C'est ce qui continue à se passer d'ailleurs. Hein. Que pensez-vous, madame, de cette maman d'un mineur niçois parti faire le djihad, qui attaque l'État français pour avoir laissé donc son fils de 15 ans s'embarquer seul pour la Turquie sans lui poser de questions? Est-ce qu'il faut attaquer aujourd'hui? Est-ce qu'on doit en arriver jusque-là? Je peux le comprendre, hein, c'est un mineur. Donc, normalement, un mineur ne doit pas dépasser l'espace Schengen. Donc, je comprends la réaction de la maman. Hein. Voilà, même si aujourd'hui... Même s'il y a un numéro vert qui a été mis en place, etc., il en passe tous les jours, il en part. Voilà. Et ça, il faut arrêter ça. C'est plus possible. Donc, bon, moi, j'avais pensé pourquoi ils ne remettraient pas la loi sur l'autorisation de sortie du territoire, mais bon... Voilà, c'est important de préciser qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'obligation, effectivement, d'avoir cette sortie d'autorisation du territoire. Hein. Non, et je pense que c'est un malheur, parce qu'elle aurait été réinstaurée, cette loi, ça aurait évité déjà au moins que les mineurs ne partent pas. C'est un des combats de votre association ? Le combat de mon association, c'est de regrouper les familles, de s'aider mutuellement. Et mon grand souci, c'est... Enfin, ce que je voudrais faire en premier, c'est la prévention par rapport aux jeunes, au niveau des établissements scolaires, des centres de réinsertion, et puis, bon, leur faire comprendre que, voilà, moi, je suis une maman qui a été... à qui c'est arrivé, et leur faire comprendre le mal que ça peut faire aux parents, aux mamans, aux familles. Et essayer de... C'est difficile, mais il faut leur faire comprendre qu'il y a d'autres choses dans la vie pour aider autrui.
Voilà, c'est pas un conflit en Syrie qui va les rendre... ça ne leur apportera rien parce que c'est trop compliqué. Voilà, de l'humanitaire, on peut en faire partout, même en France. Je veux dire, bon, il y a des gens qui sont dans la rue, qui n'ont rien pour se chauffer ou pour manger. Donc pourquoi déjà, partir, qui commencent par ça. Partir déjà, aussi loin. Voilà. Merci Madame Bons, et je crois d'ailleurs que vous pourriez mener des actions très prochainement avec Mourad Benchelali, justement. Je l'espère, des actions de vivement. prévention et pour empêcher que d'autres jeunes partent comme ça en Syrie ou ailleurs faire le djihad. On va parler maintenant, si vous permettez, de prison avec le père Vincent Feroldi. Je vais lancer le soin à Vincent Feroldi et le temps de s'installer. Il est délégué épiscopal du diocèse de Lyon pour les relations avec les musulmans et ancien aumônier catholique des prisons. Bonjour Vincent Feroldi. Bonjour. Expliquez-nous déjà très brièvement quelle est la place de la religion en prison, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la religion et la prison, et c'est pas toujours très bien ce qu'on entend. Il faut d'abord savoir que c'est la loi pénitentiaire qui donne droit à toute personne en détention, si elle le désire, de pouvoir exercer sa religion. Donc c'est à la demande du ministère de la Justice que les aumôniers sont présents, et donc le ministère demande aux grandes religions présentes en France d'envoyer des personnes pour se mettre au service des personnes en détention. Mourad Benchelali, vous avez pu, on rappelle qu'après Guantanamo, dont on parlera dans la seconde partie de cette émission, vous avez pu, lorsque vous avez été emprisonné en France, vous avez été condamné à une peine de prison en France, vous avez pu pratiquer votre religion ? Oui, c'est-à-dire que moi je suis devenu plus pratiquant d'ailleurs à Guantanamo. C'est là que vraiment j'ai découvert la religion, que j'ai appris le Coran. Et puis évidemment, la religion m'a beaucoup aidé aussi à surmonter les traumatismes, la difficulté de la prison. Ça m'a aidé à trouver de la force morale, et en France aussi. On parle beaucoup de radicalisation en prison. Est-ce que vous avez eu l'impression, je parle de la prison française, est-ce que vous avez eu l'impression que les autres détenus avaient plutôt tendance à essayer de vous amener vers la radicalisation ? D'abord, quand on parle de radicalisation, de quoi on parle ? La radicalisation, en général, c'est un sentiment d'injustice. Donc, l'incarcération, la privation de liberté, si on a un sentiment d'injustice, ne va faire que la nourrir. Donc, une personne qui s'est radicalisée, si on la met en prison, évidemment, ça va la radicaliser davantage. Toutes les personnes qui entrent en prison ne vont pas forcément se radicaliser au niveau de la religion. Je parle des personnes qui le sont déjà dès le départ. D'accord. Ensuite, évidemment, la prison n'arrange pas les choses. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Ensuite, moi j'y étais, j'ai passé 2 ans, c'est vrai. Alors, ce qui me concerne, ce que j'ai vécu, j'avais un statut spécifique, un statut de DHR, détenu à haut risque. Donc on est isolé. Quand on se balade en promenade, on note votre numéro d'écrou pour savoir avec qui vous fréquentez, etc. Donc les gens se méfient. Faut demander l'autorisation pour aller en bibliothèque. On est surveillé tous les quarts d'heure, un surveillant qui vient regarder ce que vous faites dans votre cellule, etc. Donc c'est quand même assez difficile à vivre, c'est une contrainte. Et donc, évidemment, pour moi, ça a été plus difficile encore à vivre qu'un détenu de droit commun. Et toutes les personnes qui sont liées à ce genre d'affaires, d'ailleurs, ont le même statut, ont tous des statuts spécifiques. Et du coup, ça crée une espèce de sélection qui fait que toutes les personnes qui sont liées de près ou de loin à ces affaires, du coup, se regroupent parce qu'elles vivent elles sont dans le même système. Et moi, je ne trouve pas ça sain comme démarche. Justement, est-ce que, Vincent Feroldi, on sait, on entend parler beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui veulent être testées, notamment à Fresnes en ce moment, dans le Val de Marne, avec une expérimentation inédite. Plusieurs dizaines de Français djihadistes sont regroupés. Pour vous, c'est une bonne solution ? Alors c'est peut-être la moins mauvaise solution, parce qu'il y a d'une part des raisons de sécurité, surtout s'ils sont maintenant en détention parce que repérés déjà comme djihadistes, et par ailleurs... il faut surtout penser, c'est à l'ensemble de la population détenue. Et le cas de Mourad est intéressant. C'est-à-dire quelqu'un qui se trouve en prison est souvent est fragilisé. Et donc, si il est plutôt dans un état de faiblesse et qu'il a en face de lui des personnes très assurées, convaincantes, et qui vont finalement essayer de l'embrigader, il aura beaucoup de mal à résister. Et mais là, si on regroupe... alors je crois d'ailleurs c'est le journal britannique Le Guardian qui cette semaine nous expliquait que l'État islamique est né dans les zones américaines de l'Irak.
Ça veut dire que si on regroupe tous les djihadistes ensemble, on peut aussi peut-être créer de nouveaux groupes qui pourraient tuer au nom d'un djihad, d'un certain djihad. Alors, je pense qu'il faut penser qu'en détention, je dirais, le parcours d'une personne en détention n'est pas statique. C'est-à-dire, moi, j'imagine très bien que dans un premier temps, je dirais un temps d'observation, on va regrouper effectivement dans un quartier spécifique ces personnes. Et peu à peu, parce que l'objectif de la prison, c'est peut-être, j'allais dire, en fonction d'une peine à exécuter, mais c'est aussi de préparer une réinsertion. Et à partir du moment où la personne va montrer son désir d'entrer en relation, d'évoluer, etc., il faut effectivement très rapidement le mettre dans des conditions, je dirais non plus d'isolement, mais de socialisation avec d'autres. Oui, Mourad ? Oui, je pense que voilà, c'est pour ça que les mettre ensemble, c'est aussi faire en sorte qu'ils ne se mélangent pas aux autres. Donc ça peut être toxique, parce que décrire une personne en tant qu'islamiste radical, vous le répétez aussi tout le temps, on finit par s'identifier à cette personne-là. Moi, à Guantanamo, on n'arrêtait pas de dire de moi que j'étais un terroriste, que j'étais quelqu'un de dangereux. Et à force de l'entendre, on s'identifie à ça. Et du coup, on s'enferme dedans. Et c'est difficile d'en sortir. Alors, si on met toutes des personnes qui pensent la même chose, tout ensemble, tout le temps, évidemment, c'est encore plus difficile d'en sortir. Et je pense que cette idée à freine de les avoir tous regroupés dans un quartier, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Parce que ils vont s'encourager les uns les autres, peut-être dans un discours qui est, pour le coup, lui, radical. Et ça va ne faire qu'empirer les choses. Au contraire, se mélanger, c'est aussi avoir des avis différents et du coup, faire travailler sa réflexion et peut-être prendre plus de recul. Et je pense que c'est un moindre mal que de mélanger les gens. Vincent Feroldi, il y a assez d'aumôniers dans les prisons ? Aumôniers catholiques ou musulmans ? Alors actuellement, en France, pour quelques 66 000 détenus, il y a à peu près 1300 intervenants cultuels. Alors c'est évident que si on prend par exemple pour la communauté musulmane, il n'y a pas assez d'aumôniers. Aujourd'hui, il y a à peu près 190 établissements pénitentiaires. Il y a quelques 180 aumôniers musulmans pour toute la France. Ma question est peut-être donc naïve, il n'en mais a les pas aumôniers assez. qui pratiquent en prison, on est sûr des prêches qui peuvent véhiculer dans les prisons. Alors, il faut savoir que pour être aumônier, il faut d'une part avoir été habilité par les responsables de sa religion et d'autre part habilité par le ministère de la Justice. Donc, je peux vous dire, et je connais bien des aumôniers musulmans, ils sont, je dirais, d'un islam ouvert et au contraire, il est arrivé plus d'une fois, je pense à la maison d'arrêt de Lyon-Corba où j'ai travaillé, que tel ou tel détenu de confession musulmane un peu fondamentaliste, voire radicale, venait contester l'aumônier. Et donc, à ce moment-là, il y avait un conflit même, par exemple, au moment de la prière du vendredi. Et donc, ça montre que se vivre ensemble, il faut que chacun le désire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'au fur et à mesure qu'une personne est dans détention, qu'elle manifeste clairement, j'allais dire, quelles sont ses intentions. Est-ce qu'il va continuer à être en révolte et à se radicaliser, ou est-ce qu'il va essayer, avec d'autres, prendre un chemin où il est prêt à s'ouvrir aux autres et à ne plus être dans cette position, je dirais, non seulement de contestation, mais de violence. Merci Vincent Feroldi. Mourad Benchelali, vous allez rester avec nous parce qu'on a encore plein de choses à se raconter. Une étude britannique publiée jeudi montre que les groupes djihadistes sont de plus en plus forts. 5042 personnes ont été tuées par ces mouvements en novembre dernier. L'Irak détient le triste record de ses victimes devant le Nigeria, l'Afghanistan et la Syrie. 16 groupes islamistes, djihadistes différents ont été identifiés et 60% d'entre eux n'ont rien à voir avec Al-Qaïda. Près de la moitié des attentats, soit près de 44%, sont le fait de l'État islamique qui, à lui seul, au mois de novembre, a fait 2206 morts. Derrière ces chiffres effrayants se cachent des hommes et des femmes, souvent des jeunes, qui partent faire le djihad, combattre et tuer au nom d'une certaine idée de la religion. Mourad Benchelali, on a l'impression que ça part bien entendu dans tous les sens, qu'énormément de groupes islamistes se sont créés. On parlait à votre époque d'Al-Qaïda. Aujourd'hui, on vient de le voir, il y a énormément de choses qui se passent dans le monde et de vilaines choses. Je voulais vous donner votre sentiment sur ces exécutions dont on entend souvent parler, ces têtes coupées. Quand vous apprenez effectivement ce type d'exécution, vous ressentez quoi ? Alors, il y a deux choses. La première, évidemment, comme tout le monde, je suis horrifié. Évidemment, cette barbarie est choquante. Et la deuxième chose, c'est que j'ai remarqué que, notamment ces vidéos d'État islamique, quand ils décapitent
les humanitaires ou même certains de vos confrères, ils sont habillés en tenue orange. Alors moi, ça me fait réfléchir. Parce que cette tenue orange, elle est souvent envoyée à celle des détenus de Guantanamo. Moi, j'ai toujours milité pour la fermeture du camp de Guantanamo. Je pense qu'il faut fermer cette prison. Pas simplement parce que j'ai été torturé ou parce qu'elle est contraire aux droits de l'homme, etc., mais aussi parce qu'elle peut être utilisée comme symbole par ces groupes extrémistes, justement, comme argument et comme outil de recrutement pour faire donc de nouvelles recrues. Donc, pour cette raison qu'il faut fermer cette prison. Et c'est pour ça, moi, quand je vois ces vidéos de décapitation habillées en orange, je me dis pourquoi est-ce que, on n'utilise pas cet argument de plus pour dire, voilà, une raison de plus pour fermer la prison de Guantanamo. Dans l'actualité, on va également retenir la libération du dernier otage français dans le monde, Serge Lazarevic, 51 ans, qui a été libéré mardi au Sahel après 3 ans de détention par AQMI, le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Là également, votre ressenti au moment de cette libération? Évidemment, il a passé 3 ans otage, donc dans l'isolement, etc. Bon, évidemment, ça me fait penser aussi à ma détention quand j'étais à Guantanamo, 3 ans d'isolement. J'imagine, donc je vois bien les images de sa libération, l'euphorie dans laquelle il doit être. C'est vrai, quand on a eu un isolement, une détresse comme ça, quand on ressort et qu'on embrasse sa famille, évidemment, c'est la joie, etc. Et puis ensuite, il faut redescendre. Donc c'est difficile à sortir de ce traumatisme. Ça demande beaucoup de temps. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des cauchemars. C'est encore difficile. Donc voilà, je me dis qu'il a certainement beaucoup de traumatisme à surmonter aujourd'hui pour lui. Mais en tout cas, évidemment, le dénouement est heureux, c'est ça l'essentiel. On va reprendre un peu le fil de votre histoire. On a déjà bien avancé dans l'histoire que vous racontez dans ce livre, Voyage vers l'enfer. On est resté, lorsque vous avez été vendu aux Américains par la population locale. Vous arrivez donc à Guantanamo, et là, qu'est-ce que vous découvrez dans ces prisons de Guantanamo? Je ne sais pas si on peut appeler ça prison d'ailleurs. Oui, ce sont des cages, des grillages. Évidemment, on est quelques jours après le 11 septembre. Donc aussi les gardiens, ceux qui nous détiennent, sont conditionnés. Tout le monde est un petit peu sur les dents. Tout le monde est énervé, ils sont convaincus d'avoir de grands terroristes, et donc c'est très violent. On n'a pas le droit de parler, beaucoup d'interrogatoires tout le temps. Alors c'est violent, les interrogatoires aussi. On a peur parce qu'on ne comprend pas. On se dit, on est chez les Américains. Moi, quand j'ai vu des Américains, la première fois que j'ai vu un militaire américain, j'étais content parce que je me suis dit, tiens, c'est la première démocratie. C'est les Américains, ils vont certainement me livrer à la France. Donc j'étais content. Et puis, quand j'ai vécu ça, je ne comprenais pas. Pourquoi est-ce que... Moi qui n'avais rien à voir, en plus avec le 11 septembre, pourquoi est-ce que j'avais le sentiment qu'on me faisait payer l'atrocité que d'autres avaient commise. Et c'était difficile à vivre. Ils ne savaient pas qu'ils avaient en face d'eux. Ils ne savaient pas qui était Mourad Benchelali. Est-ce que c'était un dangereux terroriste? Oui. Ou est-ce que vous étiez effectivement celui que vous dites être aujourd'hui, hein? Oui. Et donc, alors évidemment, avec le temps, ça s'est un peu arrangé. C'est-à-dire que les gardiens étaient de moins en moins violents. Les interrogatoires de moins en moins fréquents. Et puis le dialogue a commencé à s'instaurer. J'ai pu parler avec des gardiens, donc ils m'expliquaient qu'évidemment, ils avaient vu les 2 tours tomber, ils s'étaient engagés dans l'armée pour ça, et qu'ils m'avaient vu, et puis qu'eux aussi trouvaient qu'on avait exagéré aussi en leur expliquant qui on était. Ils se rendaient compte que eux c'était plus compliqué que ça. Quand j'ai discuté avec des gardiens qui me disaient maintenant je comprends mieux, c'est vrai, j'ai imaginé que j'avais affaire à des grands terroristes, mais quand je parle avec toi, je me rends compte que c'est pas du tout le cas. Donc ils faisaient l'effort de me comprendre. Et c'est pour ça que ça m'a permis aussi à moi de prendre du recul aussi, et de comprendre aussi le conditionnement dans lequel eux étaient, pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi énervés. Et je comprenais aussi ce traumatisme du 11 septembre qui avait joué dans leur façon de voir les choses. Alors on va reparler de Guantanamo, puisque ça fait très longtemps depuis votre libération que vous militez pour la fermeture de ce camp. Il y a
un fait d'actualité qui forcément vous a interpellé cette semaine, c'est la commission du renseignement du Sénat qui a rendu public une version d'un minutieux rapport d'enquête parlementaire dénonçant les conditions de détention secrètes concernant des détenus suspectés de lien avec Al-Qaïda. Avec des techniques d'interrogatoire, vous allez voir, très musclées. On en a beaucoup parlé cette semaine. Regardez cet extrait d'un reportage de notre Soir 3. Il nous explique en partie le sujet et on en parle juste après. Privé de sommeil pendant plus de 7 jours, debout, les mains enchaînées au-dessus de la tête, balancé contre les murs, simulation de noyade. Le rapport de 520 pages détaille de manière implacable les méthodes plus que musclées de la CIA. Au total, 119 détenus ont été soumis à ces supplices dans des prisons secrètes à travers le monde. Un programme mis en place après le 11 septembre sous George Bush dans le cadre de la guerre contre le terrorisme pendant plus de 4 ans. Barack Obama a réagi par communiqué et redit ce qu'il avait déclaré en août dernier. On a torturé des gens. C'était contraire à nos valeurs. Vous sent encore ému lorsque vous revoyez ces images, Mourad Benchellali? J'ai raconté, même dans mon livre aussi, j'ai raconté donc les mauvais traitements. Des choses qu'on a pu entendre ici. Et souvent, c'est vrai, il m'est arrivé, et ça m'a fait souffrir aussi, que certains disaient que j'en rajoutais un petit peu. Que ce que j'avais vécu, ces mauvais traitements, je disais simplement ça parce que j'avais la haine des Américains, que c'était pour me venger, et que je voulais faire... que j'inventais ça pour les charger, etc. Évidemment, quand il y a ce rapport, évidemment, ça confirme ce que j'ai pu raconter. Vous avez vécu ce type de torture qu'on voit là, ou c'était tout à fait autre chose? Je vous ai raconté, les journées sont rythmées par les interrogatoires, donc c'est des violences physiques. Donc il y a la privation de sommeil, l'écoute de la musique très forte pendant des heures. On était menottés dans des positions douloureuses. Dans les salles d'interrogatoire, il y a les coups des gardiens. Il y a un tas de choses qui évidemment, qui sont dans ce rapport. Donc c'était évidemment difficile à vivre. Mais aujourd'hui, ce rapport-là, on a déposé une plainte par la justice française. Donc des juges d'instruction instruisent une plainte pour séquestration, détention arbitraire et actes de torture contre X, contre les Américains aussi, parce que... Vous pensez que cette plainte verra le jour un jour? Les Américains ne coopèrent pas, mais avec ce rapport, on espère que ça va faire avancer... Est-ce que vous comprenez pour des secrets je dirais qui sont liés à la sûreté de l'État, les Américains n'ont pas forcément envie de tout montrer, de tout dévoiler? Moi, j'ai trouvé très courageux d'ailleurs que les Américains aient cette transparence. Ça montre aussi que c'est une grande démocratie, malgré tout. Et c'est pour ça, moi, que j'ai cette incompréhension face à l'existence du camp de Guantanamo. Et c'est pour ça que j'ai dit aussi, la première fois que j'ai vu des Américains, j'étais content parce que je me suis dit, tiens, c'est une grande démocratie. Et à chaque fois qu'une démocratie trahit ses valeurs, c'est là que ça crée justement de la radicalisation. Donc ça fait réfléchir. Mourad Benchellali, de toute votre histoire, vous en retenez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devenez? Quel est le sens que vous avez envie de donner à votre vie? J'en ai tiré beaucoup de leçons, évidemment. Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire quelque chose de positif. C'est-à-dire que je n'ai pas envie que d'autres jeunes se retrouvent dans la même situation que la mienne, qu'a pu être la mienne. Et j'en sors malgré tout sans haine, sans colère. Puis j'essaye d'avoir un discours responsable par rapport à tout ça, parce que je sais que les jeunes peuvent l'entendre. Alors vous intervenez dans des écoles en Belgique, notamment pas en France. Par contre, on n'a pas encore envie de voir le nom de Mourad Benchellali. Je pense que le regard d'un ancien détenu de Guantanamo en France est encore compliqué. Aujourd'hui, vous êtes Mourad Benchellali ou l'ancien détenu de Guantanamo? Pour les gens, je suis encore l'ancien détenu de Guantanamo. C'est quelque chose que vous garderez à vie? Ouais, je pense. Mais j'apprends à vivre avec. J'allais dire, ça fait partie de votre histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, pour les jeunes qui pourraient suivre cette émission, vous regardez, si vous aviez un message, ce serait lequel? Comment est-ce qu'on parle à des jeunes? Parce qu'on a quasiment l'impression qu'on est dans un phénomène sectaire que ces jeunes-là, ils n'ont pas envie d'entendre. Alors, moi, j'ai pas de recette magique pour dissuader les jeunes. Simplement, je leur raconte mon vécu. Donc, la façon, moi aussi, dans laquelle j'ai pu être trompé.
et les conséquences que ça a eu sur ma vie. Et les jeunes le comprennent, le ressentent. Il y a cette symbolique aussi de Guantanamo qui est très forte. Il y a le bombardement aussi que j'ai vécu, bombardement américain, la prison en France, l'après-Guantanamo, l'après-prison aussi, qui est difficile, parce qu'en France, on est un paria, évidemment, quand on a eu un parcours comme celui-là. Donc toutes ces difficultés les fait réfléchir. Et je les mets, moi, face à leur responsabilité, en leur disant, voilà, attention à ce qui peut vous arriver. Et les jeunes le comprennent très bien. Et moi, j'ai trouvé, en tout cas avec les jeunes avec qui j'ai pu discuter, que ça avait eu un impact. Merci beaucoup Mourad Benchelali. Ne changez surtout pas de chaîne, un très beau programme vous attend cet après-midi avec vers 15h25 Doc 24. Ce documentaire nous emmènera aux quatre coins du monde, de Dubaï à Leipzig, en passant bien sûr par Lyon, qui sont toutes, vous le verrez, des villes-lumières. Un peu plus tard, à 16h20, c'est Chronique d'en haut. Laurent Guillaume nous guidera dans les Alpes pour faire le tour du mont Tabor, montagne mythique de la Maurienne. C'était la toute dernière Voix est libre de l'année 2014. Vous retrouverez bien sûr votre émission en janvier prochain. Merci de nous rester fidèles. Merci aussi à Adrien Groux-Radonès qui nous a aidé à préparer cette émission, Bernard Perrin à la réalisation, Bérénice Dalmet, notre script, et à toutes celles et ceux de la lumière à l'image en passant par le son qui nous permettent tous les jours de nous inviter chez vous. Bon week-end et parce qu'on y est presque, excellente fête de fin d'année. À très bientôt.